Donc je vais parler mobilité, mais avant, comme l'hydrogène a acquis une visibilité depuis 2 ans très forte au niveau international, je voulais revenir au départ sur les raisons. Donc pourquoi on parle beaucoup d'hydrogène depuis 2 ans au niveau vraiment mondial? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les technologies sont matures. Elles sont chères, mais elles sont matures. Elles existent, on sait faire à peu près tout. Voilà. Donc déjà, ça marche pour les applications. La deuxième, c'est que le coût des énergies solaires et éoliennes est devenu extrêmement bas dans certaines régions du monde. Et ça, c'est quand même assez récent. Ça a toujours baissé depuis 15 ans, mais là, on atteint des niveaux qui sont très très bas. Il n'y a pas un mois sans que le record du monde soit battu. Je crois que le record du monde du PV, actuellement, c'est le Portugal qui le détient, avec un coût de 15 € du mégawattheure, 1,5 centime du kilowattheure. Portugal, 1,5 centime. C'est quand même, sachant que le consommateur moyen le paye en France 15 centimes. Et en fait, ça c'est une deuxième raison, parce qu'on va pouvoir produire de façon renouvelable l'hydrogène avec des coûts finalement acceptables, puisque le coût de l'hydrogène par électrolyse dépend fortement du prix de l'électricité. Donc ce qui n'était pas possible à 3 ans devient possible maintenant. J'expliquerai la carte après. La troisième raison, c'est que, alors ça c'est des constats mondiaux, notamment au niveau de l'Agence internationale de l'énergie. Le constat depuis 2 ans, c'est que les émissions de CO2 augmentent au niveau mondial. Alors ça augmente de 1 à 2% par an. D'une part, en valeur absolue, c'est énorme, parce que ce 1 à 2% par an, c'est l'équivalent de ce que produit l'Allemagne chaque année en plus. Et deuxièmement, ça ne va pas du tout dans la tendance qu'on a décidé à la COP21. Il faudrait quand même qu'on baisse au lieu de monter. Et ça, malgré le constat qu'ont fait les agences, c'est que c'est malgré un déploiement sans précédent du photovoltaïque et de l'éolien. Il n'y a jamais eu autant de déploiements. On arrive à 1000 gigawatts maintenant installés, plus de 1000 gigawatts, 1200 gigawatts d'éolien et de photovoltaïque, et malgré ça, les émissions de CO2 augmentent. Alors, bon, la raison, on la connaît, hein, c'est le charbon et la Chine, bon, ça, en gros, mais malgré ça, on voit bien qu'on n'arrive pas. Et donc, ce qui manque, si on veut accroître la pénétration des renouvelables dans le mix global, c'est d'atteindre des secteurs qui sont très difficilement décarbonables, c'est-à-dire les transports et l'industrie. Et là, l'hydrogène peut jouer un rôle. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un intérêt subi, on s'est dit l'hydrogène peut jouer un rôle. Et la quatrième raison, c'est qu'on peut effectivement renforcer la pénétration des renouvelables par le stockage. Alors cette carte, c'est une carte qu'on a fait à l'AIE, à l'Agence internationale de l'énergie. On a regardé en fonction du coût des renouvelables où est-ce qu'on pourrait produire de l'hydrogène de façon à bas coût. Donc il y a des zones dans le monde, là je me tourne un peu, où... alors ça reflète les prix de l'électricité, hein, et aussi du facteur de charge. Donc vous avez en Amérique du Sud des gisements considérables, avec des coûts qui sont du même ordre de grandeur que l'hydrogène produit à partir d'énergie fossile, déjà. Bien sûr en Afrique, notamment en Afrique du Nord, etc., en Australie, Mexique, Asie centrale. Alors ça, c'est pas pour... c'est très bien qu'il y ait des potentialités de produire de l'hydrogène à bas coût, mais vous remarquerez aussi que ces zones sont souvent inhabitées et très loin des lieux de consommation, en même temps. Donc l'idée... les idées qui commencent à se développer, qui vont être pour le long terme, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrogène dans ces zones-là? Bien sûr, on peut le transporter, ça, il y a des programmes là-dessus, mais aussi on peut le fabriquer sur place, un autre produit plus facilement transportable, des carburants liquides ou de l'ammoniac, etc. Donc ça va dessiner dans le futur des cartes de routes de l'énergie qui vont être différentes de ce qu'on connaît avec le pétrole, mais qui seront intéressantes. Donc dans le futur, on aura à la fois de la production locale, puisque on peut se permettre, comme les coûts de transport de l'hydrogène sont très chers, on peut se permettre d'avoir un coût de production plus élevé localement, parce qu'on va économiser les coûts de transport, mais en même temps, on aura aussi ces futures routes de l'hydrogène. Donc ça, c'est quelque chose que les messages commencent à passer.
Mais pour nous, ça nous intéresse parce que dans la région sud, puisque le port de Marseille pourrait très bien être un hub entre l'Afrique du Nord, l'Europe du Nord, etc. Donc ça, c'est voilà des éléments globaux sur l'hydrogène. Alors maintenant, la mobilité. Alors, une des applications d'hydrogène, c'est la mobilité, c'est pas la seule, puisqu'on peut aussi utiliser l'hydrogène pour l'industrie. J'en parlerai pas tellement ce soir, mais c'est un enjeu considérable. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la mobilité d'hydrogène est une mobilité électrique, puisque en fait l'hydrogène et la pile remplacent la batterie. Mais après, derrière, c'est la même chose. C'est un moteur électrique, c'est un fonctionnement électrique, le comportement est électrique, donc c'est un moteur, c'est une mobilité électrique. C'est simplement la façon de produire, stocker l'électricité qui est différente. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau pédagogique, c'est que c'est d'autant plus adapté qu'on a des besoins en distance ou en intensité grande. C'est pour ça que les premiers usages qu'on voit apparaître, c'est plutôt pour le transport lourd et pour les usages intensifs. Alors, si vous allez à Paris, il y a à peu près 100 taxis hydrogène qui tournent en permanence par une compagnie, une start-up qui s'est créée il y a 3 ans, qui avait simplement décidé, en fait au départ, il ne connaissait pas l'hydrogène, mais le créateur voulait avoir une flotte de taxis complètement zéro émission. Alors d'abord, il a regardé bien sûr la voiture électrique, mais le problème, la voiture électrique, on ne peut pas s'arrêter 8 heures par jour pour faire la recharge, c'est pas possible. Donc la seule solution zéro émission, c'était la voiture hydrogène. Et donc, maintenant, il est parti de 3 véhicules, maintenant il y a à peu près 100 véhicules, donc c'est pas rare d'en croiser dans les rues de Paris. C'est une compagnie, c'est pas une compagnie Uber, c'est une compagnie de taxi normale, avec les prix standards des compagnies de taxi à Paris. Et donc, vous pouvez l'utiliser n'importe quand, enfin voilà. Donc, les véhicules sont des véhicules japonais et coréens, puisqu'il y a une offre sur le marché japonaise et coréenne pour la voiture individuelle. Donc, usage intensif. Pour les autres usages, vous remarquerez que c'est des usages de véhicules utilitaires, de bus, maritimes, et puis le train le type TER, dans tous les endroits où les lignes ne sont pas électrifiées, bien sûr. Et ça, on voit bien que ça a un avantage sur la longue distance et sur l'autonomie, puisqu'on peut faire le plein en 3 minutes. Pas besoin d'attendre des heures. Et puis des applications comme les chariots élévateurs. Alors, en France, pour dire un mot sur la France, il y a eu un plan national annoncé par Nicolas Hulot en 2018 qui vise 3 priorités. Donc la mobilité lourde de ce type-là, l'industrie, et puis il y a un axe spécifique sur les îles, les ZNI et l'hydrogène. Pour l'instant, cet axe n'a pas fait l'objet d'appel à projet, mais l'ADEME va bientôt, là, en 2020, lancer l'appel à projet. Donc vous voyez, vous allez être directement concerné. Et donc, il faudra bien se préparer et regarder quels seront les usages les plus pertinents pour répondre à cet appel à projet. Alors après, moi j'ai mis simplement 2 slides pour montrer quelques applications déjà existantes dans les îles. Alors j'ai pris des îles européennes parce qu'il y a pas mal de projets là-dessus. Le plus gros projet qui existe, c'est dans les îles Orcades, ou Orkney en anglais, qui sont au nord de l'Écosse. Vous savez, c'est sur la pointe de l'Écosse, il y a des îles juste après. Il y a des gros projets de plusieurs dizaines de millions. Alors c'est pas des grandes îles, c'est des îles où il y a 20 000 habitants, c'est pas comme la Guadeloupe. Mais il y a des projets intéressants où on produit hydrogène, alors c'est plutôt l'éolien, on utilise donc à 50 tonnes par an en résidentiel, en mobilité, et voire exporté. Donc ça c'est un projet qui est en cours. Il y a eu une île en Norvège également, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc des îles plutôt en utilisant l'éolien. Dans les îles françaises, on a déjà cité un petit peu, mais il y a en Corse, il y a la plateforme MIRT, qui teste, alors c'est une plateforme de R&D qui teste le stockage du PV par de l'hydrogène pour le refournir sur le réseau. Alors ça, c'est une application malgré tout chère, parce que les rendements se cumulent, ne sont pas très bons. Au passage, vous voyez aussi une mobilité purement électrique solaire par un projet, mais ça, c'est pas d'hydrogène, qui a été labellisé par Cap Énergie. Donc là, c'est une plateforme qui est intéressante peut-être pour vous, parce que je pense qu'ils sont très ouverts à la collaboration sur d'autres territoires que la Corse. Donc c'est une plateforme un peu unique.
de démonstration. Et puis, bien sûr, là, vous avez parlé en Guyane du projet Hydrogène de France, de stockage, qui est en cours, on va dire. Voilà. Et puis, je crois que et puis, il y a aussi un projet à La Réunion, un micro-projet, là, dans le cercle de Mafat, où là, c'est vraiment pour, je ne sais pas combien d'habitants, 150, 100 habitants, dans un site complètement isolé, où là, l'hydrogène peut permettre de stocker pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Donc voilà quelques projets qui existent dans les îles. Et voilà, donc je crois que j'ai fini mon présentation. Merci.